Si dans ma dernière vidéo sur Heat, nous avions vu comment Michael Mann sublimait Los Angeles pour en faire un désert de néon mélancolique, nous changeons aujourd'hui radicalement de décor. Nous allons voir comment un réalisateur encore jeune à l'époque a livré une vision urbaine aux antipodes de Mann en nous présentant une ville organique, poisseuse et mourante, mais tout aussi fascinante. Plus besoin de présenter David Fincher, le réalisateur s'est forgé une bonne fanbase en accouchant de grands films. On a tous notre film préféré de David Fincher, celui qu'on considère comme chef-d'œuvre ultime. Je suis moi-même en discorde avec ma femme qui estime que son meilleur film est Fight Club. J'aime beaucoup ce film qui a marqué son époque et dont la morale a même été considérée comme un guide de développement personnel par une certaine catégorie de personnes. Un film que je considère comme sympathique, mais qui est qualitativement parlant loin, très loin de ce qui est selon moi le chef-d'œuvre ultime de David Fincher, Seven. Son deuxième film, sorti en 1995 tout comme Heat, et dont nous allons parler dans cette vidéo. Sacrée année, 1995 si on fait le bilan, car Seven n'est pas seulement le meilleur film du réalisateur, il est le meilleur thriller qui a vu le jour. Comment ? Le silence des agneaux. Ta gueule. Non, je déconne. Évidemment que Le silence des agneaux est aussi excellent. C'est une référence en la matière de thriller, le méchant Hannibal Lecter qui fait très peur et qui est trop bien joué par Anthony Hopkins, oulala. Mais je vais être honnête, pour moi Seven lui met une claque car il nous plonge au plus profond du pessimisme sur ce qui est en train de devenir notre société. Ce n'est pas un simple film sur la traque d'un tueur en série, c'est un regard très sombre sur le monde qui nous entoure. Parce que ce qui frappe tout de suite dans Seven, ce n'est pas son intrigue qui n'est pas si complexe que ça, c'est l'odeur qui s'en dégage. Oui, Fincher arrive à éveiller un sens qu'on n'utilise normalement pas quand on regarde un film, notre odorat. Je n'ai pas peur de le dire, Seven est un film qui se sent. Le réalisateur nous plonge dans une décharge à ciel ouvert, on n'est plus dans la noblesse de Michael Mann qui survolait la ville avec sa caméra. Fincher s'arrête sur chaque mur décrépit, chaque néon qui claque, chaque moquette imprégnée de moisissure. Et s'il réussit si bien à nous imprégner de cette crasse constante, c'est entre autres grâce à un procédé qui a failli faire une crise cardiaque au studio New Line Cinema à l'époque. Ce procédé s'appelle le bleach bypass, ou le sang blanchiment en langue de Molière, et ça concerne donc le développement de la pellicule argentique. Normalement, lors du développement, on utilise un bain de blanchiment pour retirer l'argent de l'émulsion et ne garder que les couleurs. Et si on saute cette étape, l'argent reste sur la pellicule. Et donc ça a un résultat radicalement parfait pour l'univers de Fincher. Des noirs très profonds et denses, les ombres ne sont pas juste des ombres, elles sont comme bouchées, on dirait un mur impénétrable et on a l'impression que le mal peut surgir de n'importe quel coin de l'écran. Les contrastes sont très violents, les hautes lumières éclatent tandis que les zones d'ombre saturent. Les couleurs, elles sont désaturées, elles perdent de leur éclat naturel pour devenir terreuses, verdâtres ou grisâtres, et ça renforce l'idée d'une ville malade. Le grain est très prononcé, l'image semble sale, presque tactile. On ressent la crasse des murs et l'humidité de la pluie, et Fincher a choisi ce procédé pour une bonne raison à l'époque. Le thriller hollywoodien moyen était très coloré et éclairé de manière classique. Fincher, lui, il voulait tout l'inverse. Il voulait que le spectateur se sente physiquement mal à l'aise, comme s'il respirait l'air pollué de la ville en développant un sentiment d'oppression. De plus, le procédé donne au film un look de vieux film noir des années 40, mais avec une dureté moderne, et comme il se déroule presque entièrement sous la pluie ou dans des intérieurs miteux, le bleach bypass lie tout cela par une texture commune qui ne laisse aucune place au soleil ou à l'espoir. Et donc, pour l'anecdote, le studio New Line Cinema était littéralement terrifié par le résultat. Les rushs étaient tellement sombres qu'ils craignaient que les spectateurs ne voient rien dans les salles de cinéma mal équipées. Fincher et son chef opérateur ont dû se battre pour conserver cette esthétique radicale qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus belles de l'histoire du cinéma. Mais si Seven réussit également, c'est aussi grâce à son duo iconique. D'un côté, on a Somerset, le vieux sage désabusé, le flic proche de la retraite qui en a vu beaucoup, qui en a bien trop vu même, ce qui fait qu'il a déjà abandonné tout espoir. Il subit le monde qui l'entoure, il ne trouve plus le sommeil, la ville l'a déjà englouti, il n'attend plus qu'une chose, partir le plus loin possible de l'enfer qui l'entoure, en ayant son idée bien arrêtée sur l'espèce humaine, pour laquelle il n'y a plus rien à rattraper. Il a pourtant essayé dans sa jeunesse de se mêler à la masse, de faire comme tout le monde, avoir une femme, une vie de couple, mais lorsque sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte, sa lucidité sur la dégueulasserie de ce monde l'a ramené à la raison. Il ne se sentait pas d'élever un enfant là-dedans, car il est impossible de lui apporter la joie avec laquelle tout enfant se doit de grandir. Il a donc décidé de ne pas le garder et de finir sa vie seul. Et de l'autre côté, on a Mills, qui incarne l'arrogance de la jeunesse, l'espoir naïf qu'il peut nettoyer la ville à lui tout seul et arranger les choses. Celui qui refuse de croire que tout est foutu, qu'on peut faire de notre société un havre de paix, que l'être humain peut changer, peut être bon, qu'on peut arrêter tous les méchants, etc. Le final lui donnera tort. Et c'est cette opposition qui fait que le duo fonctionne.
on est dans le même principe que l'arme fatale, oui, encore, mais cette fois-ci version glauque, poisseuse et sans espoir. Et avant John Doe, il y a un troisième antagoniste, la ville elle-même. Contrairement à Michael Mann, Fincher ne la mentionne pas dans son film, elle n'est pas une zone géographique, mais un état d'esprit, le purgatoire. Et en la nommant pas, Fincher la rend universelle et étouffante. Dans Heat, la ville est bleue, métallique, froide, mais propre. C'est le monde des professionnels du crime. Dans Seven, la ville est brune, jaune sale, suintante. Tout semble cassé, les ascenseurs, les néons qui grésillent, la tuyauterie. C'est une ville qui saigne littéralement. La nuit dans Heat est un refuge pour les ombres. Le vent des pistes d'atterrissage ou le silence des villas de Malibu crée une atmosphère de polar contemplatif. La pluie dans Seven est une agression constante. Elle n'est pas romantique, elle est punitive. Elle force les personnages à s'enfermer dans des intérieurs sombres, ce qui renforce la claustrophobie. En fait, la ville est la complice de John Doe. Elle est tellement indifférente à la souffrance que les crimes de John Doe semblent être la suite logique de ce chaos urbain. Et parallèlement à Heat et sa scène de fusillade, le son a une énorme importance dans Seven. On a le bruit constant des sirènes, des voisins qui hurlent quand Somerset essaye de s'endormir, le tonnerre, les voitures qui passent. On n'entend jamais le silence dans Seven, car la ville ne laisse jamais de répit aux personnages. Ils sont sous pression constante, ils n'ont aucun repos. Ce qui fonctionne également très bien, c'est que Fincher ne montre aucun meurtre directement. On est donc aux antipodes des films de genre qui utilisent la violence gratuite pour choquer le spectateur, pour pouvoir se targuer de dire « Moi j'ai fait le film le plus glauque et le plus violent !» Non, Fincher nous montre uniquement les résultats de ces meurtres. Et c'est nous qui utilisons notre imagination pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est bien pire, car notre imagination est capable d'un travail bien plus sale que ce que n'importe quel réalisateur pourrait mettre en scène. La scène avec le légiste qui explique ce qui s'est passé est glaçante, ou bien la simple photo d'une lame de 40 cm utilisée en guise de sextoy, même de simples mots qui ne concernent même pas l'affaire elle-même, prononcés par Somerset qui évoque un vol avec violence banale, et dont l'auteur a profité de l'inconscience de la victime pour lui crever gratuitement les deux yeux. Juste cette phrase nous pétrifie. On se rend compte que ça va au-delà du cadre du film, et que vu la société dans laquelle on vit, ça peut nous arriver à nous aussi à n'importe quel moment, dès qu'on sort chez soi. Ou même si on reste chez soi d'ailleurs. Plus le film avance dans son enquête, qui n'est pas la plus rocambolesque du cinéma de genre, je veux dire, il n'y a pas de twist toutes les 5 minutes, on suit une ligne droite qui reste très claire, lisible et compréhensible. Je dirais même qu'ici l'enquête est presque relayée au second plan pour laisser place à toute la philosophie macabre et les remises en question constantes des personnages. Et donc plus ça avance, plus on se rend compte que les enquêteurs ne contrôlent absolument rien. C'est le tueur, John Doe, qui décide de tout le dérouler. Tout est prévu à l'avance. Il n'y a qu'un élément qu'il n'avait pas prévu, ce qui nous permet de découvrir à l'intérieur de son appartement et toutes ses notes. Au passage, vous n'imaginez pas le travail pharaonique que ça a été pour la production de retranscrire tous ces mots. Et ça illustre bien le perfectionnisme de Fincher. Il a engagé un graphiste et un artiste pour créer les journaux intimes de John Doe, et il a fallu 2 mois entiers de travail acharné pour remplir ces dizaines de carnets. Ils ont déboursé 15 000 $ uniquement alloués à la création de ces accessoires. Pour des carnets qu'on ne voit à l'écran que pendant quelques secondes. Et attention, ce n'est pas du gribouillage. Ce sont de vraies réflexions nihilistes, des manifestes de haine contre la société, des collages de photos de victimes et des coupures de presse. Quand Morgan Freeman et Brad Pitt ouvrent ces carnets sur le tournage, ils ne lisent pas du vide, ils lisent de la vraie folie. Ça aide énormément à leur jeu de dégoût et de fascination horrifique. Même si le spectateur ne peut pas lire chaque page, la caméra de Fincher capte la densité de l'objet. On sent que c'est le travail d'une vie, que John Doe n'est pas un tueur du dimanche, mais un fanatique qui a passé des années à macérer dans sa propre haine. D'ailleurs, le générique du film, créé par Kyle Cooper, est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma, précisément parce qu'il nous montre la fabrication de ces carnets. On voit des doigts coudre des pages, coller des photos, etc. Et pour l'anecdote, on raconte que si tu t'arrêtes sur certaines pages, tu peux y lire des passages entiers de critiques sociales extrêmement bien écrites, prouvant que John Doe est un homme très éduqué, ce qui les rend encore plus terrifiants. Et c'est ce genre de détails qui pour moi font que Seven n'est pas un thriller comme les autres. Mais il s'agit du thriller, l'essence même de ce genre qui est condensé jusqu'à la moelle. Car le perfectionnisme de Fincher ne s'imite pas. On a beau voir des films comme Longlegs ou Misanthrope, essayer de nous refaire le coup du tueur mystique, ils sont aussi vite vus qu'oubliés. Et pourquoi ? Parce que leurs réalisateurs ne sont pas David Fincher, tout simplement. Et je ne vous parle jamais de ses sorties, parce que je ne vis pas de la monétisation de YouTube, je n'ai pas de temps à perdre, et vous non plus, à faire des critiques du cinéma moderne, oubliable à 99%. Tiens, sortez-moi juste un film de l'acabit de Seven sorti ces 10 dernières années. Là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, tape ! Trop tard. Alors, rien ? Quelle surprise! Par contre, si vous voulez retrouver cette vibe, il faut parfois regarder ailleurs, dans le jeu vidéo par exemple. Il y a un titre qui a tout compris à l'héritage de Fincher, Heavy Rain. C'est pour moi le meilleur jeu de Quantic Dream, on y retrouve tout, la pluie incessante, le tueur à l'origami qui a toujours un coup d'avance, et surtout ce dilemme moral permanent qui vous ronge. Si vous aimez les jeux narratifs et que Seven est votre bible, c'est un passage obligé. D'ailleurs, si on écoute certains spécialistes des tueurs en série, le personnage de John Doe ne serait pas réaliste. Pourquoi ?
Parce que le film nous le présente comme un psychopathe froid et méthodique, alors qu'à l'écran, il craque. Dans la voiture, il s'emporte, il crie, on sent une haine viscérale, un dégoût profond pour la société, et selon la psychiatrie criminelle, un vrai psychopathe est une coquille vide, incapable d'empathie, mais aussi de ce genre d'émotions passionnelles. Mais c'est là que les experts se trompent de film. John Doe n'est pas un psychopathe clinique au sens où on l'entend d'habitude, c'est un fanatique religieux. Sa force n'est pas son absence d'émotion, c'est au contraire son obsession. Ce n'est pas un prédateur qui tue pour le plaisir comme Hannibal Lecter, c'est un puritain qui tue par conviction. Et s'il s'énerve dans la voiture, c'est parce qu'il est face à l'arrogance de Mills, qui ne comprend rien à son œuvre. Sa colère, c'est la colère d'un artiste incompris ou d'un prophète qu'on ignore. Et c'est ça qui le rend bien plus terrifiant qu'un simple psychopathe froid. John Doe a une mission, il a un message et il est prêt à tout, même à se sacrifier, pour que son message soit lu. Et ces messages sont présentés dans la créativité macabre de chacun de ses meurtres, qui sont tous très bien mis en scène, même si on s'attarde plus sur certains, comme le tout premier, qui reste gravé dans nos mémoires avec la découverte de ce corps énorme, attablé au fond de son appartement, qui ressemble plus à une fosse septique qu'un lieu de résidence. Et comme je le disais, les enquêteurs ne maîtrisent rien du tout. C'est lui-même qui décide de se rendre au commissariat au bout d'1h30 de film. Eux, ils pataugeaient jusque-là. Ils n'avançaient pas, ils étaient presque résignés. Là aussi, le film diffère des autres. Les policiers n'ont pas gagné son arrestation, ils ne peuvent s'accorder aucun prestige. Ici, la reddition de John Doe est une humiliation pour la police. Ils rentrent dans leur antre, couverts du sang d'une victime qu'ils n'ont même pas encore découverte, et ils dictent ses conditions. Et c'est là que le film bascule du thriller policier vers la tragédie grecque. Bon, je vais partir du principe que vous avez vu le film, alors je vais spoiler le final du film. Si vous ne l'avez pas encore vu, non. Je sais que vous n'allez pas me faire cet affront d'être abonné à ma chaîne et de ne pas avoir vu Seven, au moins une fois dans votre vie. D'ailleurs, pour ceux qui débarquent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est rapide, c'est gratuit, ça aide la chaîne à se faire connaître, et ça fait plaisir. On a un Discord aussi, pour ceux que ça intéresse de venir discuter de vrai cinéma et jeux vidéo. Donc on arrive au dénouement, cette autoroute désertique, écrasée par une lumière crue et sale, sous les lignes à haute tension qui grésillent. On a enfin quitté la pluie de la ville, on pense qu'on va pouvoir respirer, mais c'est un piège. Le soleil est ici plus oppressant que l'obscurité du début. C'est ici que Seven devient pour moi le chef-d'œuvre absolu de Fincher. Le méchant ne cherche pas à s'enfuir, il ne cherche pas à survivre, il veut que le héros le tue. Quand le livreur arrive avec cette boîte, et le génie de Fincher, c'est de ne jamais nous montrer ce qu'il y a dedans, restant fidèle à sa règle de laisser notre imagination faire le sale boulot, John Doe parachève son œuvre. En révélant à Mills ce qu'il a fait, il le pousse à bout, il le force à devenir le dernier péché de sa liste, la colère. En pressant la détente, Mills ne fait pas justice, il ne venge personne, il offre à John Doe sa consécration. Il prouve que même le plus pur d'entre nous, celui qui croyait encore qu'on pouvait nettoyer la ville, peut être brisé et transformé en monstre par la noirceur de ce monde. C'est d'un nihilisme total. Le mal ne se contente pas de gagner, il corrompt le bien pour qu'il s'autodétruise. Et ce final qui nous a tous traumatisés, si on l'a, c'est grâce à Brad Pitt lui-même. Le studio était réticent à l'idée d'une fin aussi sombre et choquante. Il voulait quelque chose de plus hollywoodien, avec soit une course-poursuite, soit Mills et Somerset qui arrivent à sauver la femme au dernier moment. Mais non, Brad Pitt voulait que la tête reste dans la boîte et il voulait que Mills tire sur John Doe. Et il a même carrément menacé de se barrer du projet si cette fin n'était pas respectée. Il avait compris que si Mills ne tirait pas, ou si sa femme survivait, le film perdait toute sa substance. Le film n'est pas une histoire de flic qui gagne, c'est l'histoire d'un plan machiavélique qui réussit. John Doe doit gagner pour que le film ait un impact permanent sur le spectateur. Le seul point sur lequel le studio a réussi à faire plier Fincher, c'est la toute dernière scène avec la voix off de Morgan Freeman et sa citation de Hemingway. Fincher voulait à la base que le film se coupe brutalement sur l'écran noir, après le coup de feu de Mills. Le studio exigeait une note un peu plus claire, pour ne pas que les gens sortent du cinéma en ayant envie de se jeter sous le train. Bon, d'accord, on accepte. Mais j'avoue que la fin brutale prévue par Fincher aurait été un gigantesque uppercut qui aurait élevé Seven encore un poil plus haut que son statut de chef-d'œuvre absolu. Oui, on peut réellement le faire. Hein. Alors pourquoi je préfère ce film à Fight Club? Pourquoi, malgré les arguments de ma femme, je reste sur ma position? Parce que Fight Club est une explosion, une révolte presque jubilatoire. C'est sympa, mais un poil trop farfelu pour moi. J'aime les choses plus terre à terre, qui me ramène à la réalité de nos existences sur Terre, et le coup de tous les immeubles qui s'écroulent à la fin de Fight Club pour faire tomber le système bancaire... Ouais. C'est intéressant, hein, mais on reste dans le domaine de la science-fiction barrée sous acide. Seven, c'est la réalité qui te broie. C'est un film qui refuse de te consoler, qui refuse le happy end hollywoodien pour te laisser seul avec ton dégoût. Le film se termine sur Somerset, l'homme qui voulait fuir, qui voulait tout abandonner, et pourtant, après avoir vu l'horreur absolue, il cite Hemingway, « Le monde est un bel endroit, qui vaut la peine qu'on se batte pour lui », avant d'ajouter cette phrase qui résume tout le cinéma de Fincher, « Je suis d'accord avec la deuxième partie. Le monde est une décharge, mais c'est la nôtre. Et le seul truc qui nous reste,
c'est de continuer à marcher, de continuer à faire son job, même quand on sait qu'on a déjà perdu. C'est pour cette honnêteté brutale que Seven est et restera le meilleur thriller de l'histoire du cinéma. Et vous, est-ce que vous pensez aussi que John Doe est le méchant le plus terrifiant du cinéma? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aime connaître vos avis et débattre avec vous, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!